souviens bien aussi de 25 mai, vraiment le premier bombardement de Sarajevo, quand pratiquement toute la ville a brûlé. On n'avait plus d'électricité, c'est vraiment le premier contact avec la guerre, c'était absolument horrible. L'alarme qui sonnait, on se réveille tous, on court, tous les voisins, on se cache. Vraiment, ta vie s'arrête et t'essayes que de survivre. Je me suis dit, eh bien, ici c'est fini. Là où je vais partir, c'est sûr que durant quelques temps, je vais mourir. D'abord, j'ai pas l'expérience de guerre. J'étais avec mes malades et je me suis dit, en tout cas, là, c'est sûr que je suis tout seul. Il n'y a personne pour moi. Je suis pas partie avec l'idée que j'étais pour faire quelque chose d'humanitaire. Parce que mes enfants, finalement, c'est mes enfants. C'est pas une œuvre de charité. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Un sujet cette semaine. Comment les enfants peuvent-ils se sortir de l'enfer de la guerre, surtout quand ils ont perdu leurs parents? Le témoignage de plusieurs d'entre eux qui vivent aujourd'hui parmi nous. Et à la fin de l'émission, un chat sur Internet pour en discuter. À regarder les bulletins de nouvelles, on finit par avoir l'impression que les guerres d'aujourd'hui sont beaucoup plus civilisées qu'autrefois, que seules les cibles militaires sont visées. Pourtant, 90% des victimes des guerres d'aujourd'hui sont des civils, et parmi eux, de nombreux enfants. Au cours des 10 dernières années, 2 millions d'enfants ont été tués lors de divers conflits. Et même lorsqu'ils survivent, ces enfants demeurent des victimes puisqu'ils traînent avec eux un lourd passé. Plusieurs de ces enfants vivent parmi nous. Et avec la guerre en Afghanistan, le Canada en accueillera de nombreux autres. Comment s'en sortent-ils? Ont-ils un avenir chez nous? Et surtout, qu'avons-nous à apprendre d'eux? Leurs témoignages que j'ai recueillis avec le réalisateur Peter Ingalls, vous allez le voir, sont bouleversants. C'était notre façon de survivre. On chantait constamment. On chantait. La journée longue, tous les jours. Qui dirait en regardant cette jeune femme qu'elle est un enfant de la guerre? C'est pourtant le cas. Siana Pasic a vécu l'horreur lorsque la guerre a éclaté en Bosnie. Elle n'avait alors que 11 ans. Aujourd'hui, à 20 ans, elle travaille au Café Sarajevo à Montréal. Les années qui auraient dû être les plus folles, les plus légères, c'est des années, c'est pas pour rien qu'on est un enfant, qu'on a ces années-là. C'est pour les vivre, c'est quelque chose à vivre. Alors non, c'était coupé, cette partie. La guerre a brisé plus d'une enfance en Bosnie. Sarajevo, ville olympique, était la fierté de l'ex-Yougoslavie. Ces enfants, qu'ils soient musulmans, orthodoxes ou catholiques, avaient l'habitude de jouer ensemble. Jusqu'au premier bombardement d'avril 1992. Comme petite fille, alors, disons, la déclaration de guerre, c'était « Youpi, il n'y a plus d'école. On peut jouer à la maison, rester à la maison. » Le premier mois de guerre, parce que c'était pas directement à Sarajevo, c'était plutôt dans le banlieue. Mais là, je me souviens bien aussi de 25 mai, vraiment le premier bombardement de Sarajevo, quand pratiquement toute la ville a brûlé. On n'avait plus d'électricité, c'est vraiment le premier contact avec la guerre. C'était absolument horrible, c'était horrible. La petite fille musulmane enjouée qu'était Siana est soudainement devenue une enfant tendue et apeurée. L'alarme qui sonnait, on se réveille tous, on court, tous les voisins, on se cache. Constamment avoir peur, alors c'est ça qui t'empêche aussi de vivre. C'est vraiment ta vie s'arrête et t'essayes que de survivre. Mais le pire, c'est que dans un moment donné, on n'avait plus d'espoir. Et j'espérais, tous mes prières en effet dans ce moment-là, c'était que je sois morte avant mes parents, pour ne pas que je vois leur mort. C'était tout. Alors c'était le seul désir que j'avais.
Est-ce que tu pleurais beaucoup? Des fois, quand j'étais seule, juste, je pleurais, puis je criais pourquoi on doit mourir. Oui. Plus que, voilà, ce qui me fait un petit homme et pas un enfant. Sienna traîne encore avec elle de sombres souvenirs. Comme cette journée froide de janvier 93, où, partie faire des courses pour sa mère, elle échappe à la mort en s'arrêtant quelques instants visiter une amie. J'étais avec mon ami en haut, puis j'attends un gros boom. Et on sort sur le balcon, puis on voit un des vraiment bons amis à nous qui juste dit « Maman », puis il tombe. Cette amie et plusieurs autres personnes ont péri lors de l'explosion d'un obus devant le magasin où elle devait se rendre. La mère de Sienna a craint le pire. Et j'arrive devant mes parents, puis ma mère, non, c'est pas elle. Elle est morte, Sienna. Elle est morte, c'est sûr. Alors, elle était sous un choc. Puis moi, cette soirée-là, j'étais complètement sous le choc. Ma mère avait perdu le pouvoir cette journée-là. On dit rien à nos enfants. On les laisse suivre leurs instincts. Tout le temps, il faut s'écouter. Même inconsciemment, on sait qu'il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit intuitif pour justement savoir où être à la bonne place au bon moment. Des adultes miniatures. Ils ont un sens des responsabilités. Ils ont un sérieux et une reconnaissance des enjeux de la vie, des dangers, des risques, des mesures de sécurité, qui est au-delà de ce qu'on peut s'attendre pour des enfants de leur âge. Ils se tirent tout seuls de situations dont on ne s'attend pas à ce que les enfants de leur âge se tirent. Donc ça, c'est lourd. Comme beaucoup d'enfants bosniaques, Sienna a tenu un journal pendant la guerre. Elle l'a laissé enfoui au fond de ses bagages jusqu'à tout récemment. On était avertis comme quoi les Tchétniks descendaient de la montagne pour revenir nous égorger. Ce n'est que cet été, 5 ans après son arrivée à Montréal, qu'elle l'a rouvert. Alors, en lisant ça, en regardant ça, je me dis, c'est pas moi. C'est pas moi qui a vécu ça. C'est pas moi qui a écrit ça. J'ai pas vécu quelque chose d'aussi horrible. Non, c'est pas moi. Cette journée-là a laissé dans mon cœur une cicatrice profonde et je vais toujours me souvenir. Je voulais oublier, même si on se dit toujours, puis même dans mes journaux personnels, j'écrivais il faut pas qu'on oublie ça. Mais c'était la première chose que j'ai faite quand je suis venue ici. C'était d'oublier. Donc la cicatrice est là, la blessure ne peut pas s'enlever. Mais il est possible de ne pas penser, de ne pas avoir en mémoire constante et même d'enlever de son champ de vie ces images-là et ce passé-là. Le docteur Cécile Rousseau est l'une des rares spécialistes qui traite les enfants traumatisés par la guerre qui sont réfugiés au Canada. On peut faire complètement abstraction d'une partie de sa vie, avoir même l'impression qu'elle n'a pas existé, avoir un blanc, des trous à la place des événements. Donc avoir même une incapacité consciente de se rappeler de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est possible, ça arrive, et c'est même assez fréquent. Ça peut arriver au point que ça devienne un problème en soi. On peut pas vraiment oublier, mais on est capable de le mettre un petit peu de côté pour te faire un petit peu d'espace. Alors, ça va rester là. Tu vas le mettre là, mais ça va pas te déranger non plus. Comme Sienna, Régis Gaillero a vécu l'horreur de la guerre. Il vit aujourd'hui à Hull. D'origine Tutsi, il avait 8 ans lorsque le génocide d'avril 1994 a éclaté au Rwanda. Du jour au lendemain, son univers d'enfant qu'il partageait avec ses amis Tutsi et Hutus a chaviré. Tu vois le monde qui ont une crâne ouverte ou une jambe ouverte aussi. Tu avais 8 ans. Tu te sentais comment à 8 ans voir ça? Effrayé. La peur maximum. J'avais tellement peur. J'en pleurais. Ouais. Tu pleurais beaucoup? Ouais, j'en pleurais. Mais vraiment, même.
Régis et sa mère ont échappé au massacre par miracle. Ils ont vécu cachés dans les égouts de Kigali pendant 2 semaines. Le génocide n'a malheureusement pas épargné le reste de la famille. Son père et sa petite sœur ont été tués. Régis a failli, lui aussi, y laisser sa peau. Mais, ironie du sort, c'est après le conflit, au hasard d'une journée où, en sortant de l'église, il courait rejoindre des amis. Ils étaient rendus plus loin que moi. Alors, je prends sur la bordure de la route. Je commence à courir vers leur direction. Alors, juste piler dessus comme ça. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Puis, je suis tombé. Ma jambe, c'était ça. Votre fils a eu un accident. Il a marché sur une mine. Pour moi, ils ne m'ont pas dit exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Pour moi, c'est qu'il était mort. C'était tellement difficile que de m'imaginer. Je ne pensais même pas à ce que c'est la jambe qui est partie seulement. Je crois qu'il était mort. Mais ça a été dur. De voir ton enfant en train de sursauter dans les béquilles en bois. Je n'étais pas le seul. On était plusieurs. Moi, je dis qu'après la guerre, il y avait beaucoup de monde amputé que les personnes normales. Il y avait beaucoup de personnes amputées. Alors, ça ne me dérangeait pas parce que quand j'allais à l'école, disons, en béquille, je me sentais pas, disons, humilié par les autres. Régis est resté au Rwanda jusqu'en 1998. En arrivant ici, à l'âge de 12 ans, on a remplacé sa vieille prothèse, faite de bois et de morceaux de pneus, par une toute nouvelle. Malgré tout, l'intégration dans son nouveau pays a été très difficile. C'est vrai que j'ai eu envie de me suicider. Des fois, je m'en allais comme sur mon balcon, je regardais en bas. Après ça, je retournais en dedans. Ok, vas-y, doucement. Alors, en y pensant bien, si je me suicide, c'est ma vie que je vais tuer. Je n'aurai pas une deuxième. Alors, j'ai pas le droit de la gâcher. Alors, je dois vivre ce qui est à ma porte, puis savoir l'affronter, si c'est mauvais ou pas. Sienna aussi a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à sa nouvelle vie. Tellement qu'elle sent aujourd'hui un urgent besoin de retourner dans son pays d'origine, peut-être pour y rester. Pourquoi ce voyage? Alors, c'est la raison principale. Sienna veut être Sienna. Elle veut revenir. Je veux pouvoir lire ce journal puis dire, oui, c'est moi qui ai vécu ça. Être bien avec ça. Le sentir, le laisser passer. Lire ça, mais laisser ces mots aller au fond de mon cœur, au fond de moi-même que je ne fais pas du tout. Je le lis tout simplement. Et la fragilité va toujours rester là. Un peu comme un volcan endormi. Le volcan a une énergie extraordinaire. On peut utiliser et canaliser son énergie maintenant, et même s'en servir. C'est une terre extrêmement fertile, et les gens le savent, on s'installe sur les volcans. Le volcan peut toujours se réveiller. Et s'il se réveille, ça peut être catastrophique. Alors je pense que la métaphore du volcan explique bien la situation des enfants de la guerre. Cette souffrance extrême peut être métamorphosés de façon fertile, créative. Ils peuvent devenir des individus très, très utiles à une société. Régis, qui court comme une gazelle, cache bien son handicap, comme il réussit à camoufler sa peine à la suite de la mort de son père, au grand désarroi de sa mère. J'accepte la mort. T'acceptes la mort de ton père. T'as jamais pleuré? Non. Je pense que je ne pleurerai jamais. Je ne l'ai jamais vu être touché par quoi que ce soit. Tout est supportable. Mais je me dis alors que d'une façon ou d'une autre, ça va sortir un jour. Je ne sais pas comment et quand, mais j'ai peur. Je l'ai juré à la famille. Je tiens toujours mes promesses. Alors, au lieu de faire une promesse puis tu la fais pas, c'est mieux de ne pas la faire. Alors j'en ai fait une, je vais la respecter. Qui est de... Puis jamais pleurer pour une mort. Est-ce que t'es un garçon heureux? Très heureux. T'es sûr? Bien certain.
Siana aussi a cessé de pleurer, mais elle continue de chanter en se rappelant les airs que lui fredonnait son père, en attendant de retourner à Sarajevo. C'est pas comme ici, hein? C'est vraiment une maison en terre cuite, puis à un moment donné, ton ventre devient tellement serré que tu manges. Puis on était rendu comme manger la terre cuite. Oui. Puis quand on est arrivé ici, on avait des parasites des ventres, puis on mangeait encore la terre ici. C'est vrai, ça, hein? Les enfants de la guerre qui souffrent le plus sont ceux qui ont perdu leurs parents. Le Canada en accueille quelques centaines chaque année. Des enfants qui arrivent ici seuls, comme réfugiés, et qui ne comptent que sur eux-mêmes pour refaire leur vie. Sommes-nous prêts à les accueillir? Ce jeune homme qui vit à Montréal est originaire d'Angola. Jésus Lopez a 16 ans et il n'a plus de famille. La guerre en Angola a fait 1,5 million de morts en 25 ans. Jésus n'a connu là-bas que l'insécurité et la peur. Sa grande crainte était d'être recruté de force pour devenir enfant soldat. Moi, ça m'est arrivé à peu près à l'âge de 13 ans. J'ai rentré dans une voiture de police. Heureusement que plus tard, mon père est venu me sortir. J'étais paniqué, j'avais peur. Je me suis dit, eh bien, ici, c'est fini. Là où je vais partir, c'est sûr que durant quelques temps, je vais mourir. D'abord, je n'ai pas l'expérience de guerre. Jésus est sans nouvelles de ses parents depuis le jour où, en 1996, ils ont été enlevés par des hommes armés qui se sont présentés chez lui. Il y avait un peu de bruit en haut, surtout ma mère qui criait. Mon père, il paraît, j'entendais comme s'il gardait son sang-froid. Et quand on était ressorti le lendemain matin, c'était un peu, tout était cassé. Un ami de la famille organise la fuite de Jésus vers l'étranger. Jésus n'a que 14 ans lorsqu'il arrive à New York. Contrairement à ce qui était prévu, personne n'est là pour l'accueillir. Un chauffeur de taxi l'aide à partir vers le Canada. Jésus arrive près du poste frontière de la Colle en pleine nuit. On l'invite à descendre de la voiture et à franchir à pied les derniers kilomètres. J'étais avec mes mâles. C'était sombre, dans un plein noir. Peut-être qu'il y aurait des animaux parce que chez nous, à cette heure-là, il y a des serpents partout. Je marchais en pleine route et je me suis dit, en tout cas, là, c'est sûr que je suis tout seul. Il n'y a personne pour moi. Et je ne sais pas à quel point ma vie pourra aller comme ça. Je ne sais pas à quel point je pourrais endurer ça. Ils arrivent évidemment sans valise, mais dans leur bagage, ils ont des souvenirs atroces de la violence, de la persécution et des cicatrices, je dirais, qu'on ne le voit pas. Giti Sherzad travaille pour le Centre de services d'aide aux immigrants. Sa responsabilité est énorme. Elle doit établir un lien de confiance dès les premiers contacts avec ces enfants de la guerre qui n'ont plus de famille. Et le fait de se séparer de leur famille, qui n'ont pas de nouvelles depuis quelque temps, alors ça déjà sur le plan psychologique, ça leur met dans une situation détresse, moi je dirais dans détresse psychologique où ils sont très très fragiles. En arrivant à Montréal, Jésus est placé dans un foyer d'accueil. Il y restera 6 mois, un véritable cauchemar. Je n'exprimais pas mes émotions. J'étais trop renfermé. Je voulais toujours me retrouver seul. Et les gens dans le foyer, ils étaient très mécontents avec ce genre de choses. Parce que leur but, c'est d'aider le jeune à s'en sortir dans ses problèmes. Et moi, tout cela, je ne voulais vraiment rien savoir. Je ne pense pas qu'il faut pousser les gens à dévoiler. Les gens, il y a un rythme de dévoilement, il y a un moment où on est prêt à dire les choses, il y a des personnes à qui on est prêt à dire les choses, et ça peut prendre très longtemps. Le foyer d'accueil où a habité Jésus se nomme l'Odyssée. Il est le seul centre à Montréal qui héberge des enfants de la guerre qui n'ont plus de parents. Il ne dispose que de 4 places pour la centaine qui entrent au Québec chaque année.
En attendant de trouver une famille pour les héberger, les plus vieux sont parfois placés temporairement dans des endroits qui offrent peu d'encadrement, comme ce YMCA. On manque beaucoup de place actuellement. On est obligé d'héberger ces jeunes-là dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Monique Quentin travaille pour le service d'accueil des réfugiés et immigrants du Montréal métropolitain. Une de ses tâches est de trouver des familles pour ses enfants, ce qui est très difficile. Toujours au moment où le jeune est encore un mineur, il y en a certains qui vont être assez autonomes, disons, pour s'en aller en appartement. Mais il y en a un certain nombre qui pourraient bénéficier d'un encadrement, disons, plus familial. Et là, on manque beaucoup de familles aussi qui soient prêtes à recevoir ces jeunes-là. Je suis pas partie avec l'idée que j'étais pour faire quelque chose d'humanitaire. C'est pas dans cette optique-là. Parce que mes enfants, finalement, c'est mes enfants, là. C'est pas une œuvre de charité. Parmi les rares familles qui s'occupent des enfants de la guerre, il y a celle de Marie-André Gouin de Rosemère. Une famille exceptionnelle composée de 11 réfugiés, la plupart ayant connu la guerre. Cette mère monoparentale a fait plus que simplement les héberger. Elle les a adoptés légalement. Presque tous ont atteint l'âge adulte et ont quitté la maison. Ces plus jeunes sont 3 frères rwandais. À leur arrivée, ils ont connu plusieurs nuits de cauchemars. On voyait des personnes mourir quand tu revoyais le film. C'est comme si tu revoyais une film. C'est comme si tu revoyais une film, là, des personnes qui sont en train de crever, là. Tu penses que ta mère, il va mourir, puis ton père. C'est Xavier, l'aîné, qui traîne les pires souvenirs. En compagnie de sa grand-mère, il devait s'enfuir de Kigali tous les matins pour éviter d'être tué. Il y avait la journée, là, tout le monde courait, un matin à 5 heures. Puis là, le soir, on revenait, on mangeait, on dormait, puis à 5 heures, on repartait. Ma grand-mère voulait pas partir, là, parce qu'elle était âgée. Puis là, elle voulait que je reste pour mourir avec elle. Mais moi, je voulais pas, fait que quelque chose me disait... J'essayais de trouver quelque chose, là, je me sentais pas bien. Puis là, je dis que j'allais à la toilette, puis là, je suis parti. T'étais où? Je suis parti, je savais pas où j'allais, je suivais le monde. Et après, t'es revenu le soir? Ouais, on revenait le soir. Est-ce que tu as retrouvé ta grand-mère? Je l'ai retrouvée mort. Chaque journée qui passe éloigne ces pénibles souvenirs. Jean-Marie, Xavier et Oscar se raccrochent encore à l'espoir de revoir un jour leur mère, disparue depuis le génocide. Entre-temps, ils profitent de leur nouvelle vie de famille. Cet été, leurs frères et sœurs d'adoption ont assisté à la première communion d'Oscar. Parmi eux, 2 sœurs salvadoriennes qui, elles aussi, ont vécu la guerre et sont entrées au pays sans leurs parents. Elles partagent les mêmes souffrances. J'avais toujours mon petit démon là, à côté qui me... Qu'est-ce que tu faisais, ton démon? C'était vraiment le démon qui était à côté de moi. Je dormais, puis j'avais de la misère à dormir. Fait que je mettais toujours mes couvertes sur ma tête. Puis tellement que j'avais chaud, je respirais. À un moment donné, je me levais, puis lui était juste à côté de moi. Puis il me serrait. Ouais, il était là, à côté de moi, il me serrait, on parlait vraiment un à un. Je me souviens comme si vraiment il était là. On a eu des ennuis au bout quand on est arrivé ici. Ouais, on avait des rêves incroyables. C'était de la grosse pauvreté. Essentiellement, il attendait pour mourir. Pourquoi on va aller à l'école? On va mourir. C'est ça qu'il disait. C'est pas comme ici, hein? C'est vraiment une maison en terre cuite. Puis, à un moment donné, ton ventre devient tellement serré que tu manges. On était rendu qu'on mangeait la terre cuite. Là, on avait tellement faim qu'on faisait avec un couteau, on enlevait la terre puis on mangeait. Ça s'est calmé un peu l'estomac, tu sais. Parce qu'on pourrait passer des jours sans manger. Oui. Puis quand on est arrivé ici, on avait des parasites d'un ventre, puis on mangeait encore la terre ici. C'est vrai, ça, hein? Les petits Rwandais ont une chance que n'ont pas eu leurs sœurs salvadoriennes, la stabilité de leur famille d'origine, ce qui aide à guérir leurs blessures psychologiques. Un enfant qui s'est jamais senti aimé, au départ, c'est plus difficile pour eux autres d'accepter l'amour qu'on leur offre parce que sont pas habitués. Mais un enfant qui savait au départ qu'il était aimé, d'autres m'ont aimé, je sais que je suis aimable, je peux accepter l'amour que les gens m'offrent.
ils l'acceptent. C'est quelque chose qui, pour eux autres, est normal. Je pense que c'est ça qui fait leur force, finalement. Comme les petits Rwandais, Jésus aussi puise sa force dans l'amour qu'il a reçu de sa famille, surtout de son père. Je parle du nom de mon père partout, dans n'importe quoi. Surtout quand je fais un progrès, la première chose que je parle, c'est lui. Parce que je suis beaucoup ce qu'il a fait. Jésus ne rêve aujourd'hui que du jour où il reverra son père, mort ou vivant. Je ne veux pas perdre mon espoir de le revoir un jour. Peu importe ce qui arrive, parce que mon père m'a toujours promis qu'un jour, on va se revoir. Ça pourra peut-être prendre du temps, mais peu importe. Même s'il est mort, on va voir son corps. Je suis sûr que même si c'est un petit bout de cheveux qui va rester, il faut que je voie ça. Je vais au moins voir son image pour la dernière fois avant que je parte aussi dans l'au-delà. Voir son image. C'est quelqu'un d'important. Oui, très important pour moi. On passe à travers des choses qui sont assez difficiles. Alors, les revers, souvent, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'ils ont déjà survécu. Alors, c'est une force qui leur reste pour le restant de leur jour, je pense. Je pense qu'il faut voir que la guerre, c'est une expérience marquante pour ces enfants-là et que ça va les transformer. Dans ce sens-là, oui, ils vont être différents pour la vie. Ils sont changés par leur expérience de guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus handicapés que d'autres enfants. Ils vont développer, dans cette métamorphose, ils vont développer des forces, certains des très grandes forces, et aussi des faiblesses et des souffrances. Donc la souffrance qu'ils ont vécue les transforme, et je dirais la plupart vont bien s'en sortir. Et l'avenir, t'as des rêves, toi? J'ai envie d'être un joueur de basket. Même avec l'argent? Ouais. Tu penses que c'est possible? Ça coûte rien d'essayer. Alors on essaiera, puis on verra. Un enfant, c'est très plastique, beaucoup plus que nous, un adulte. Et quand ça passe au travers d'expériences très difficiles, c'est malléable, ça se modifie, mais sans casser. Je pense que cette très grande malléabilité des enfants, qu'on appelle maintenant résilience, explique pourquoi les enfants passent au travers des situations de guerre et en sortent en fait souvent forts, souffrants, certes, mais pas dysfonctionnels. Une personne qui veut et qui s'investit finit toujours par atteindre ses objectifs. Xavier, ce jeune Rwandais adopté par Mme Gouin, est un bon exemple de résilience. En arrivant ici il y a 3 ans, il ne parlait pas un mot de français. Félicitations, Xavier est mort. Or, il fréquente aujourd'hui une école privée très exigeante quant à l'enseignement du français. Il a travaillé tellement fort pour réussir sa dernière année scolaire que son professeur a convaincu la direction de l'école de lui remettre un prix. Je suis content. Je suis fier de moi. Il savait qu'il n'avait pas bien fait. Il se relevait et disait, je travaillais encore plus fort. Alors ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Il n'a jamais baissé les bras. Jamais, jamais, jamais. Ces jeunes-là ont passé à travers des choses qui sont assez difficiles. Alors, les revers, souvent, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'ils ont déjà survécu. Alors, c'est une force qui leur reste pour le restant de leur jour, je pense. Si eux n'ont pas réussi, au moins quelqu'un dans la famille doit réussir. Avant, c'était justement mon père qui faisait tout pour moi. Je me préoccupe de rien. Mais là, c'est moi qui dois le remplacer, vous voyez. Donc, c'est moi qui dois représenter son nom, c'est moi qui dois représenter son caractère. Je me donne cette responsabilité. Ils ont laissé derrière eux un pays, ils ont laissé derrière eux des familles, ils en sont laissés derrière eux donc tout un avenir et ils sont un peu le futur de leurs parents et de leur communauté. Donc ils ont une mission. Et souvent, ça se manifeste par le fait qu'ils vont même très bien réussir. On peut
beaucoup apprendre et notre société peut s'enrichir des enfants de la guerre. Et je pense que si on regarde l'apport des survivants de l'Holocauste à nos sociétés, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, c'est essentiellement un enrichissement. C'est un apprentissage, c'est une souffrance énorme, mais qui a produit un bond en avant en termes de connaissances, en termes de développement artistique et scientifique. Ça m'a fait une personne plus forte, justement. Ça m'a fait une personne plus consciente. Ça m'a fait une personne qui peut apprécier la vie, peut-être plus qu'un CNA qui n'avait pas vécu la guerre. Contente d'avoir vécu la guerre? Oui. Mais là que j'ai survécu, là que j'ai mes 2 mains et mes 2 jambes, oui. Peut-être ça aurait été pas la même histoire si j'étais pas en santé comme je suis aujourd'hui. Coup de tête. Oh, coup de tête. Mais en tout cas, moi, tout ce qui concerne aider les gens, surtout les jeunes qui ont de la difficulté, ça m'intéresse beaucoup. Parce que mon enfance, c'était vraiment une catastrophe. Donc ma souffrance, je ne veux pas que ça soit partagé avec quelqu'un d'autre. Je veux que pour les autres, ça soit mieux. Ils peuvent devenir des individus très, très utiles à une société. Ils vont souvent se diriger vers des professions de réparation. Ils vont vouloir être pompiers, ils vont vouloir être docteurs, ils vont vouloir être, etc. Pilote d'avion pour aller dans des avions, pour ramener les gens des pays qui souffrent. Si ton père était ici aujourd'hui, il serait fier de toi? Très fier. Il a toujours été, de toute façon. Il a toujours été. Tout ce que je faisais, en tout cas, il était toujours là pour m'appuyer. Il a toujours été fier de moi. J'avais tellement envie de rester avec eux. Il y avait des filles qui m'invitaient à rester couchée chez eux. J'avais tellement envie de leur donner de l'amour. Je sentais que j'avais assez d'énergie pour en donner, que j'aimerais faire de quoi pour ces enfants-là. Je sentais un grand besoin de revenir. Tout simplement quelque chose qui me tirait de revenir à des places où j'ai vécu absolument des choses horribles et que je n'ai pas digéré. Ça réveille des souvenirs de guerre, des souvenirs de souffrance, de peur, de mort. Mais c'est très important. Je pense que si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu continuer ma vie. Siana Pasic a finalement décidé de retourner en Bosnie, histoire de se réconcilier avec son passé d'enfant de la guerre. Elle ne sait pas encore si elle y restera. Sa ville natale, Sarajevo, porte encore des blessures de bombardements intensifs des Serbes, même 6 ans après la fin de la guerre. La petite fille a grandi. Elle pose aujourd'hui un regard d'adulte sur des événements qui ont marqué sa vie. Et quoi, c'est un quartier, c'était un des plus exposés pendant la guerre? Oui, je dirais que oui, c'est un centre-ville qui s'est exposé de tous les côtés. Donc, exposé d'où? Le feu venait d'où? En général, ça venait de la montagne qui se trouve être juste en face de nous. Et donc, vous autres, vous étiez ici? Oui, on était en effet, c'est mon appartement juste au coin, la fenêtre qu'on voit, puis de l'autre côté. Alors, le désavantage qu'on a eu avec notre appartement, c'est que toutes les fenêtres étaient exposées de ce côté-là, vers la montagne. Lors des bombardements, les gens de son immeuble devaient se réfugier au sous-sol. Souvent, il n'y avait pas assez de place ici, qu'on était 13 à 15 personnes, puis on se cachait dans le couloir.
avait des bombardements de quartier, tout l'immeuble tremblait carrément. On avait l'impression que tout se détruisait, tout tombait sur nos têtes. Alors on faisait comme ça, on se cachait. Moi souvent, je fermais mes oreilles puis j'essayais de chanter quelque chose, de prier constamment. Mes peurs étaient là tout le temps. Et ça me suivait longtemps, même après être sortie de Sarajevo. Sienna se souvient de l'angoisse qui l'habitait lorsqu'elle devait courir derrière des conteneurs qui la protégeaient des tirs des francs-tireurs pour se rendre à l'école en compagnie de sa meilleure amie. Il y avait en effet des containers qui servaient de la protection. C'était haut à peu près, moi je dirais, 3 mètres de hauteur. Alors qui se trouvait à partir de cet immeuble-là jusqu'à mon école. Alors nous, on sortait de la petite rue qui se trouve là. On marchait jusqu'ici. On s'arrêtait régulièrement pour prier avant de commencer à courir. On courait, une fois rendu de l'autre côté, c'était la fête. Tu te sens comment quand tu regardes ça? C'est vraiment, ça me retourne dans le temps. Je me sens, je rapetisse. Je rapetisse tout d'un coup. C'est mes amis. Alors, c'est mes amis qui couraient aussi. Sienna revoit avec beaucoup de plaisir des amis dont elle avait perdu la trace et avec qui elle a partagé les dangers de la guerre. Tous mes amis de l'enfance, il y en avait que je connais depuis que je suis née. Il y en a d'autres que je connais depuis l'âge de 6 ans, 5 ans. Ils sont tous là, ils sont ici. Alors ah oui, Sienna, tu existais avant. Non, t'étais pas morte dans cette guerre-là. La vie demeure difficile à Sarajevo, malgré les apparences. En parlant avec ses amis, Sienna se rend compte aujourd'hui de la chance qu'elle a eue d'avoir pu quitter la Bosnie. Les jeunes ici parlent plutôt de la perspective de l'avenir en général. Ils sont très déçus et tout ça. Je dirais 60% des jeunes partiraient s'ils auraient la possibilité de partir. Ça fait 2-3 000 qui vont sortir de l'université puis il n'y a pas de travail pour le monde. Non, il n'y a vraiment pas de perspective. Ma génération, on a tous été des enfants pendant la guerre en Bosnie. Et puis, je vois ma génération maintenant. On n'est pas beaucoup qui sont restés normaux. Ils sont perdus. Ils vivent, mais c'est pas vraiment la vie. Et ça, c'est ma génération. Et ça, je le sais. C'est triste. Oui. Ils sont attaqués? Oui. Dès le début de la guerre, c'était le premier hôpital. Ils ont tiré. Et ils ont vraiment tiré dessus. C'était très violent. Et en plus, dans cet hôpital, il y avait que les petits bébés. Et vraiment, quelques mois. Arnesa Buljubasic est retournée vivre en Bosnie immédiatement après la guerre. Elle se demande si elle aussi a un avenir à Sarajevo. Et si tu es quelque part ailleurs, tu as encore plus de courage quand tu sais que le pays où tu es peut t'aider à faire quelque chose, à devenir quelqu'un, à avoir une sorte d'aide. Quand ici, tu es complètement perdu et tu le sais. Tu dépends à toi-même. Et en plus, tu es très conscient que ça ne va pas changer. En tout cas, pendant que tu es en vie, ça peut changer dans, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'années, mais ça veut dire rien pour moi. Je vais être vieille à cet âge-là. Aujourd'hui, Arnesa travaille pour World Vision, une organisation humanitaire qui s'occupe d'un camp de réfugiés pour des familles du Kosovo, en banlieue de Sarajevo. Ces activités ont pour but d'aider les enfants qui ont été témoins de scènes horribles à surmonter leur traumatisme. On veut surtout rétablir leur estime de soi. Azra Yousoufi, psychologue, s'occupe de ces enfants. Les enfants ont le sommeil perturbé. Ils ont des problèmes de concentration et d'attention. Il n'y a pas que la guerre qui marque les enfants. Il y a aussi la misère qui résulte de la guerre. La misère des camps de réfugiés où les familles vivent entassées les unes sur les autres et où personne ne voit la lumière au bout du tunnel.
Ils ont besoin des plus grands, mais les adultes ont de la difficulté à s'occuper d'eux en raison des conditions de vie dans les camps. J'avais tellement envie de rester avec eux. Il y avait des filles qui m'invitaient à rester couchées chez eux. Dis, reste avec nous, reste avec nous. J'avais tellement envie. J'avais tellement envie de leur donner de l'amour. J'avais envie d'aider à tout le monde. Je sentais que j'avais assez d'énergie pour en donner, que j'aimerais faire de quoi pour ces enfants-là. Je me trouvais chanceuse, même si moi j'ai vécu aussi des choses terribles, mais il y avait mon expérience, c'est rien comparé à ce qu'il y a de certains enfants. La guerre en Bosnie n'a épargné aucune région, aucun village, aucune famille. Encore aujourd'hui, 20 000 personnes n'ont pas pu réintégrer leur maison. Parmi ces gens, les enfants de Srebrenica, l'endroit qui a été la cible du pire massacre de toute la guerre. 1 millier d'entre eux ont été déplacés dans le petit village de Vozucha, où ils se sentent plus en sécurité, mais où les conditions de vie sont misérables. Les enfants ne sont plus comme ils étaient. Ils ont peur à cause de l'horreur qu'ils ont vécue. Le plus souvent, ce sont les enfants qui parlent de fusillades, de bombardements. Ils ont vu toutes sortes de choses, des gens égorgés et des enfants maltraités. Ils nous disent qu'ils aimeraient mieux rester ici et avoir faim plutôt que de retourner là où ils étaient. Ils étaient petits, mais ils se souviennent de tout. L'UNICEF a mis sur pied à Vozucha un programme spécial pour guérir les blessures psychologiques des enfants de Srebrenica, dont la plupart ont perdu au moins un parent dans le massacre. Ce programme existe toujours, même 6 ans après la guerre. Jadranka Kolonovic-Yapo est psychologue à l'Université de Sarajevo. Elle travaille avec les enfants de Srebrenica. Ces enfants sont plus influençables. Ils n'ont pas de mécanisme de défense et ils réagissent aux situations stressantes, chacun à leur façon. Ils ont vraiment besoin d'adultes pour prendre soin d'eux, mais ils ont surtout besoin de vivre dans un milieu sûr. C'est difficile pour ceux qui sont restés ici, qui habitent ici toujours dans de tellement mauvaises conditions. Ils n'ont pas le temps comme moi. Après 5 ans, ça veut dire que je me suis reposée pendant 5 ans. Mais eux autres, ils continuent. C'est continuel. Ils n'ont jamais arrêté. Ils sont dans les camps de réfugiés. Ils s'en font pour leur avenir. Alors toujours, il y a un combat qui se fait toujours. Siana rêvait de revenir vivre à Sarajevo parmi les siens avec les gens de sa famille. Mais son voyage l'a fait changer d'idée. Elle a décidé de rentrer à Montréal, confiante en l'avenir, et surtout libérée du poids d'un conflit qui a assombri sa jeunesse. Avant de partir, elle a fait ses adieux à son père, qui lui n'a jamais quitté la Bosnie. Ensemble, ils reprennent ces chansons qui ont bercé son enfance. Quand je suis partie de Sarajevo, pour moi, c'était « je suis morte ». Sarajevo est détruit, ça n'existe plus. Ma famille et mes amis n'existent plus. Je commence une nouvelle vie. Il me rappelle que oui, j'ai mon passé, que je suis cette même Siana, que oui, on a grandi ensemble, on a vécu des choses. Alors, juste de se rappeler des choses que j'ai oubliées, ça fait du bien, ça remplit mon cœur, ça me relaxe, ça me sécurise. Ça me renforce pour pouvoir continuer ma vie, de me battre dans la vie. Si vous voulez héberger des enfants de la guerre, voici comment joindre le Sarajevo.